Bienvenue sur la chaîne Cauchemar Urbain. La petite ville isolée de Eldridge avait longtemps été un lieu de légendes chuchotées et de peurs non exprimées. Nichée au cœur d'une ancienne forêt, Eldridge était une ville que le temps semblait avoir oubliée. Entourée de tous côtés par des pins imposants et une végétation dense, la ville avait toujours été enveloppée d'un silence inquiétant, du genre qui rend les étrangers mal à l'aise. Mais ce qui distinguait vraiment Eldridge des autres endroits oubliés, c'était le brouillard. Chaque nuit, lorsque le soleil se couchait, un brouillard dense et impénétrable descendait des bois, se faufilant à travers les rues étroites et les ruelles sinueuses comme une entité vivante. Ce brouillard était différent de tout autre. Il était lourd, presque suffocant, et il étouffait tous les sons. Les habitants avaient appris à respecter le brouillard, à en avoir peur même, car ils savaient que lorsqu'il descendait, il apportait avec lui des choses qu'il valait mieux ne pas déranger. Evelyn Pierce, une journaliste chevronnée de la ville, avait entendu parler des rumeurs sur Eldridge. L'histoire d'une ville où les gens disparaissaient sans laisser de traces, avalés par le brouillard, l'avait intriguée. Elle avait toujours été attirée par l'inexpliqué, le surnaturel. Sa carrière avait été bâtie sur la découverte de la vérité derrière le bizarre et le macabre, et les récits d'Eldridge semblaient être l'occasion idéale pour explorer un autre mystère. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, Evelyn fit ses valises et entreprit le long voyage vers cette ville oubliée. Elle arriva un soir d'automne frais, juste au moment où les derniers rayons de soleil commençaient à s'estomper. La route menant à Eldridge était étroite et sinueuse, bordée de chaque côté par une forêt dense. En conduisant, les arbres semblaient se refermer autour d'elle, leurs branches tordues, projetant de longues ombres dansant sur la route. Le GPS de son téléphone avait cessé de fonctionner à des kilomètres de là, la laissant naviguer par mémoire et intuition. Le silence était oppressant, seulement interrompu par le bruissement, occasionnel des feuilles dans le vent. À mesure qu'Evelyn approchait de la ville, elle remarqua que le brouillard commençait à se former au loin, une brume pâle et fantomatique qui flottait à la lisière de sa vision. Il était tôt pour le brouillard, pensa-t-elle, mais les habitants avaient dit qu'il avait sa propre volonté. Elle chassa cette pensée et se concentra sur la recherche de l'auberge où elle devait séjourner. La ville elle-même était exactement comme elle l'avait imaginée, pittoresque, démodée et étrangement silencieuse. Les rues étaient pavées de pierre, et les bâtiments étaient un mélange de bois et de pierres patinées, leurs façades montrant les marques du temps. Quelques personnes déambulaient, mais elles se déplaçaient rapidement, la tête baissée, comme si elles étaient pressées d'être à l'intérieur, avant que le brouillard ne descende complètement. Evelyn remarqua que beaucoup de fenêtres étaient closes et les quelques commerces ouverts fermaient déjà pour la nuit. Elle trouva l'auberge au bout de la rue principale, un grand bâtiment à 2 étages avec des murs couverts de lierre et un toit affaissé. Une enseigne délavée pendait au-dessus de la porte, grinçant légèrement dans la brise. Auberge des Pins Brumeux. Evelyn gara sa voiture et prit ses bagages, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. Alors qu'elle approchait de la porte, celle-ci s'ouvrit avec un grincement et un vieil homme sortit pour l'accueillir. « Bonsoir, mademoiselle », dit-il d'une voix grave et rauque. C'était un homme maigre, au dos voûté et au visage profondément ridé par l'âge. Ses yeux, cependant, étaient vifs et perçants, la regardant avec un mélange de curiosité et de prudence. « Vous devez être mademoiselle Pierce. Nous vous attendions. » « Merci, » répondit Evelyn en offrant un sourire poli. « J'espère que je n'arrive pas trop tard. »« Pas du tout, dit le vieil homme en secouant la tête. « Vous êtes juste à temps. Le brouillard arrive tôt ce soir. » Il se poussa de côté pour la laisser entrer et Evelyn pénétra dans l'auberge. L'intérieur était faiblement éclairé, avec des lambris en bois sombres et des meubles anciens et usés. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes sur les murs. L'air était chaud et sentait légèrement la fumée de bois et quelque chose d'autre, quelque chose de terreux et humide, comme la forêt après la pluie. Le vieil homme se présenta sous le nom de Monsieur Grady, l'aubergiste. Il prit ses bagages et la conduisit par un escalier grinçant à sa chambre au 2e étage. La chambre était petite, mais confortable, avec un grand lit à baldaquin, une commode en bois et une petite fenêtre donnant sur la place de la ville. Evelyn remarqua que la fenêtre avait de lourds rideaux, suffisamment épais pour bloquer la lumière.
Monsieur Grady posa ses bagages près du lit et se tourna pour partir. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il vous suffit de sonner la cloche près de la porte, » dit-il en désignant une petite cloche en laiton sur la commode. « Et, mademoiselle Pierce, un conseil, restez à l'intérieur une fois que le brouillard est tombé. Ce n'est pas sûr dehors après la tombée de la nuit. » Evelyn fronça légèrement les sourcils, mais acquiesça. « Merci, monsieur Grady. Je garderai cela à l'esprit. » Le vieil homme lui fit un signe de tête et sortit, refermant la porte derrière lui. Evelyn attendit d'entendre ses pas s'éloigner dans le couloir avant de s'approcher de la fenêtre et de tirer le rideau. Le brouillard était plus épais maintenant, tourbillonnant dans la rue en contrebas comme une chose vivante. C'était un brouillard comme elle n'en avait jamais vu. Il semblait briller faiblement, une lumière pâle et fantomatique qui rendait les ombres plus profondes et plus menaçantes. Evelyn frissonna et referma le rideau. Elle avait fait le voyage à Eldridge pour découvrir la vérité derrière les étranges phénomènes de la ville, mais maintenant qu'elle était là, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise qui s'était installé en elle. Elle avait toujours été fière de son rationalisme, de ne pas laisser les superstitions troubler son jugement, mais quelque chose dans cet endroit était différent. Les histoires qu'elle avait entendues sur le brouillard, sur les personnes qui avaient disparu, semblaient soudain plus réelles, plus menaçantes. Elle passa les heures suivantes à défaire ses bagages et à installer son matériel. Son plan était de passer quelques jours à Eldridge, à interroger les habitants et à explorer la ville. Elle avait déjà arrangé une rencontre avec l'historien de la ville pour le lendemain matin et elle espérait qu'il pourrait éclaircir l'histoire de la ville et les origines du brouillard. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le brouillard à l'extérieur devenait plus épais. Il pressait contre les fenêtres comme une chose vivante, bloquant la lumière de la lune et plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Evelyn essayait de l'ignorer, se concentrant sur ses notes et ses recherches, mais le silence était oppressant, et elle se surprenait à regarder par la fenêtre plus souvent qu'elle ne l'aurait souhaité. Finalement, incapable de se concentrer plus longtemps, elle décida de faire une pause. Elle se prépara une tasse de thé et s'assit près du feu, essayant de chasser le sentiment de terreur qui s'était installé dans sa poitrine. Les flammes dansaient et vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs. L'auberge était calme, trop calme, et le seul son était le crépitement du feu. Soudain, il y eut un léger coup à la porte. Evelyn sursauta, manquant de renverser son thé. Elle posa la tasse et se dirigea vers la porte, le cœur battant. Qui pouvait bien être là à cette heure-ci? Elle hésita un moment avant d'ouvrir la porte. À sa grande surprise, il n'y avait personne. Le couloir était vide et l'auberge était silencieuse. Elle fronça les sourcils et sortit dans le couloir, regardant de chaque côté, mais il n'y avait aucun signe de vie. Juste au moment où elle allait refermer la porte, elle l'entendit, un léger murmure porté par l'air comme un souffle. « Aidez-moi !» Evelyn se figea, son sang se glaçant. La voix était faible, presque indistincte du bruissement du vent, mais elle était bien là. Elle était réelle. Elle recula dans sa chambre et ferma la porte, ses mains tremblantes. Elle pressa son oreille contre la porte, écoutant, mais il n'y avait que le silence. Elle essaya de se convaincre que ce n'était que son imagination, que les histoires qu'elle avait entendues jouaient avec ses nerfs. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. La voix était réelle, et elle venait de quelque part, tout près. Evelyn prit une profonde inspiration et essaya de se calmer. Elle était ici pour enquêter, pour découvrir la vérité, et elle ne pouvait pas laisser une petite peur se mettre en travers de son chemin. Elle prit sa lampe de poche et son enregistreur et décida de jeter un coup d'œil autour de l'auberge. S'il se passait quelque chose dans cette auberge, elle voulait savoir ce que c'était. Elle ouvrit la porte et sortit dans le couloir, sa lampe de poche perçant l'obscurité. L'auberge était silencieuse, l'air chargé de l'odeur de vieux bois et de terre humide. Elle descendit le couloir, ses pas résonnant sur les planches de bois. Le murmure revint, plus fort cette fois, plus urgent. « Aidez-moi !» Evelyn suivit le son cœur battant à tout rompre. Il semblait provenir du bout du couloir, près des escaliers. Elle atteignit l'escalier et dirigea sa lampe de poche vers le bas des marches. La lumière capta quelque chose, une ombre se déplaçant au bas des escaliers. « Bonjour » appela Evelyn, la voix tremblante. « Y a-t-il quelqu'un » Il n'y eut pas de réponse, mais l'ombre bougea à nouveau,
disparaissant hors de vue au coin du couloir. Evelyn hésita un moment avant de descendre les marches. Elle atteignit le bas et tourna le coin, mais il n'y avait personne. Le hall était vide, le feu dans la cheminée réduit à des braises rougeoyantes. Elle balaya la pièce avec sa lampe de poche, cherchant un signe de mouvement. Les ombres semblaient se déplacer et danser dans la faible lumière, mais il n'y avait rien d'autre. Juste au moment où elle allait faire demi-tour, elle remarqua quelque chose d'étrange, une porte au fond du hall, légèrement entr'ouverte. Elle ne l'avait pas remarquée avant, et elle était certaine qu'elle n'était pas ouverte lorsqu'elle était arrivée. Evelyn s'approcha prudemment de la porte, sa lampe de poche braquée sur la sombre ouverture. Le murmure se fit entendre à nouveau, venant de l'autre côté de la porte, plus fort qu'avant. « Aidez-moi !» Sa main trembla en atteignant la poignée de la porte. Elle hésita, chaque instinct lui disant de faire demi-tour, mais elle ne pouvait pas ignorer la voix. Elle poussa la porte et dirigea sa lampe de poche dans l'obscurité. La porte donnait sur un escalier étroit, descendant vers le sous-sol. L'air était froid, humide et moisi, et les marches grinçaient sous son poids alors qu'elle descendait. Le murmure se fit plus fort, plus insistant, résonnant sur les murs de pierre. Le sous-sol était un grand espace ouvert, rempli de vieux meubles, de caisses et de toiles d'araignée. Les murs étaient faits de pierres rugueuses, et le sol était de terre battue. Il faisait plus froid ici, et l'odeur de moisissure et de décomposition était plus forte. Evelyn balaya la pièce avec sa lampe de poche, cherchant la source de la voix. Dans un coin éloigné du sous-sol, quelque chose attira son attention. Une petite porte en bois, à moitié cachée derrière une pile de vieilles caisses. Elle était différente des autres portes de l'auberge, plus ancienne et plus usée, avec des charnières en fer rouillées par le temps. Le murmure venait de derrière elle, plus urgent maintenant, presque suppliant. Le cœur d'Evelyn s'accéléra alors qu'elle s'approchait de la porte. Elle pouvait sentir le froid qui s'infiltrait à travers le bois, et l'air autour semblait plus dense, plus lourd. Elle tendit la main et toucha la porte, ses doigts tremblants. Le bois était glacé, et elle pouvait sentir une légère vibration, comme si quelque chose de l'autre côté essayait de sortir. « Aidez-moi » murmura la voix plus forte que jamais. Avec une profonde inspiration, Evelyn agrippa la poignée en fer et tira. La porte s'ouvrit dans un grincement, et un souffle d'air glacé la frappa, emportant avec lui l'odeur de terre et de décomposition. Elle dirigea sa lampe de poche dans l'obscurité au-delà et laissa échapper un cri de surprise. La pièce de l'autre côté de la porte était petite, pas plus de quelques mètres de large, avec des murs en pierre et un sol en terre battue. Au centre de la pièce se trouvait un cercueil, vieux et pourri, son couvercle légèrement entr'ouvert. L'air était chargé de l'odeur de décomposition et le froid semblait émaner du cercueil lui-même. Evelyn s'approcha, son souffle court et saccadé. Le murmure avait cessé, remplacé par un silence oppressant. Elle tendit la main tremblante et souleva le couvercle du cercueil. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité, un vide qui semblait engloutir la lumière de sa lampe de poche. Elle fixa l'abîme, son cœur battant à tout rompre, et pendant un instant elle crut voir quelque chose, un mouvement, une ombre dans les ténèbres. Puis, sans avertissement, la porte du sous-sol claqua, plongeant la pièce dans l'obscurité. Evelyn cria et se retourna, sa lampe de poche vacillant alors qu'elle la pointait vers la porte. Mais il était trop tard. L'obscurité était vivante, tourbillonnant autour d'elle, se refermant sur elle. Elle sentit quelque chose de froid et gluant effleurer sa peau, et elle cria de nouveau, laissant tomber la lampe de poche. La lumière s'éteignit, et elle se retrouva plongée dans une obscurité totale, le froid s'infiltrant dans ses os. Le murmure revint, mais cette fois il était tout autour d'elle, résonnant dans l'obscurité. « Aidez-moi, aidez-moi » Evelyn recula, son cœur battant la chamade, mais il n'y avait nulle part où aller. L'obscurité était partout, se refermant sur elle, l'étouffant. Elle sentit quelque chose lui saisir le bras, une main, froide et osseuse, qui la tenait fermement. Elle essaya de se dégager, mais la prise ne faisait que se resserrer, l'attirant vers le cercueil. Elle se débattit, mais l'obscurité était trop forte. Elle pouvait la sentir l'envelopper, l'attirant dans le vide. Le murmure se fit plus fort, plus frénétique, alors que l'obscurité l'engloutissait entièrement. Et puis, soudainement, il y eut un silence. Le lendemain matin, lorsque M. Grady monta voir sa cliente, il trouva sa chambre vide. Ses affaires étaient toujours là. Son lit n'avait pas été touché,
mais il n'y avait aucun signe d'Evelyn. La porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur et sa voiture était toujours garée dehors. Les habitants de la ville fouillèrent l'auberge de fond en comble, mais Evelyn ne fut jamais retrouvée. Certains disaient qu'elle était partie dans la nuit, incapable de supporter l'atmosphère oppressante de la ville. D'autres murmuraient que le brouillard l'avait emportée, comme tant d'autres avant elle. L'aubergiste, M. Grady, savait mieux que quiconque. Il avait vu les signes, l'épaississement du brouillard, les murmures dans la nuit. Il savait que le brouillard n'était pas simplement un phénomène naturel, mais quelque chose de bien plus ancien, bien plus malveillant. Et ainsi, au fil des ans, l'histoire d'Evelyn Pierce devint une autre légende dans la ville de Eldridge. Les habitants parlaient d'elle à voix basse, avertissant les étrangers de rester à l'écart, de respecter le brouillard et les secrets qu'il recelait. Car le brouillard n'était pas seulement une brume qui descendait des bois, c'était une chose vivante, une porte vers quelque chose de bien plus sombre, et ceux qui s'aventuraient trop loin dans ces profondeurs ne revenaient jamais. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous. L'histoire du train de minuit, on dit que l'intuition est une chose puissante, un sixième sens qui peut vous alerter du danger avant même que votre esprit conscient n'ait le temps de réagir. J'aurais aimé écouter la mienne cette nuit-là. J'aurais aimé tenir compte des signaux d'alerte qui résonnaient dans mon esprit alors que j'attendais sur le quai, attendant le dernier train de la nuit. Mais j'étais fatigué, tellement fatigué, et l'idée de rester dans le froid plus longtemps était insupportable. Je jetai un coup d'œil à ma montre, 23h45. Le train de minuit devait arriver dans quelques minutes, et le quai était presque désert. Une rafale de vent traversa la station, faisant tourbillonner les feuilles qui avaient été emportées depuis les rues au-dessus. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de moi, projetant une lueur jaune maladive sur le béton fissuré. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette nuit, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Peut-être était-ce le silence étrange, envahissant, qui semblait envelopper la station, étouffant même le bourdonnement lointain de la ville. Ou peut-être était-ce ce sentiment d'isolement, cette impression d'être complètement seul à ce moment-là, coupé du reste du monde. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, et je resserrai mon manteau autour de moi, essayant de chasser ce malaise. Je me dis que j'étais juste paranoïaque, que ce n'était rien d'autre que le résultat d'une longue journée stressante au travail. Mais peu importe mes efforts, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Enfin, j'entendis le grondement lointain du train qui approchait. Il émergea de l'obscurité du tunnel, une bête de métal massive qui s'arrêta en hurlant devant moi. Les portes s'ouvrirent dans un sifflement et j'hésitais, juste un instant, avant de monter à bord. La voiture était presque vide, tout comme le quai. Quelques passagers étaient dispersés ici et là, leurs visages obscurcis par la faible lumière. Une vieille femme était assise dans un coin, penchée sur son tricot, ses aiguilles cliquetant dans un rythme régulier. Un jeune homme avec un sweat à capuche fixait intensément son téléphone, ses écouteurs le coupant du monde qui l'entourait. Et puis, il y avait l'homme en costume. Je le remarquai dès que je m'assis. Il était assis directement en face de moi, sa posture anormalement rigide, ses mains reposant sur ses genoux. Il portait un costume sombre, du genre qui semblait provenir d'une autre époque, et un chapeau fedora qui projetait une ombre sur son visage. Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais je pouvais les sentir. Je pouvais sentir leur perçant regard fixé sur moi avec une intensité qui me faisait froid dans le dos. Je détournai le regard, feignant d'être absorbé par mon téléphone, mais la sensation de malaise ne faisait que grandir. Le train commença à bouger, le mouvement doux ne faisant rien pour calmer mes nerfs. J'essayais de me concentrer sur le rythme des roues sur les rails, le léger bourdonnement du moteur, mais chaque fois que je levais les yeux, je me retrouvais à fixer l'homme en costume. Il n'avait pas bougé, pas d'un centimètre. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose que je n'arrivais pas à cerner, qui me remplissait d'une peur profonde et primitive. Je me disais que j'étais ridicule, que je laissais mon imagination déborder. Mais plus je restais assis là, plus il devenait difficile de me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Le train s'engouffra dans un tunnel, et les lumières vacillèrent, plongeant la voiture dans l'obscurité pendant un bref instant.
Mon cœur manqua un battement, et je retins mon souffle, attendant que la lumière revienne. Quand elle revint, je regardai à nouveau l'homme. Il était plus près. Pas beaucoup, juste d'un siège, mais suffisamment pour me glacer le sang. Il n'avait pas émis un bruit, n'avait pas bougé d'une manière visible, mais il était indéniablement plus près. J'avalais difficilement, ma gorge sèche. Peut-être que c'était un tour de la lumière, me dis-je, ou peut-être que l'obscurité avait déformé ma perception. Mais peu importe à quel point j'essayais de rationaliser, la peur me rongeait, enfonçant ses griffes de plus en plus profondément dans mon esprit. Je regardais autour de la voiture, cherchant un signe que quelqu'un d'autre avait remarqué l'homme, mais les autres passagers étaient indifférents. La vieille femme tricotait toujours, son attention inchangée. Le jeune homme était perdu dans sa musique, sa tête bougeant au rythme d'une mélodie que lui seul pouvait entendre. C'était comme si j'étais le seul à être conscient de la présence de l'homme. Le train poursuivit son trajet à travers le tunnel, les lumières clignotant par intermittence. Chaque fois qu'elle le faisait, mon anxiété montait en flèche, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, tandis que j'attendais que l'obscurité révèle quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible. Et à chaque fois, il était plus près. Je sentais les murs se refermer autour de moi, l'air devenant plus épais, m'étouffant sous son poids. Je voulais crier, appeler à l'aide, mais ma voix était coincée dans ma gorge, avalée par le silence oppressant. J'étais prisonnier de mon propre corps, captif d'une terreur que je ne pouvais comprendre. Enfin, le train émergea du tunnel, et les lumières se stabilisèrent, inondant la voiture d'une lumière crue et impitoyable. Je regardais à nouveau l'homme, redoutant ce que j'allais voir. Il était assis directement en face de moi, maintenant, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais le voir clairement pour la première fois. Chaque détail gravé dans ma mémoire avec une effrayante précision. Sa peau était pâle, presque spectrale, avec un éclat anormal qui la faisait ressembler à de la cire. Ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux étaient vides, des gouffres noirs qui semblaient aspirer la lumière autour d'eux. Ses lèvres étaient étirées en un sourire tendu, surnaturel, un sourire qui fit naître en moi un frisson de pure terreur. « Tu n'aurais pas dû prendre le train de minuit », murmura-t-il, sa voix basse et rauque, semblable au bruit des feuilles sèches froissées par le vent. J'essayais de répondre, de dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne vinrent pas. J'étais paralysé par la peur, incapable de détourner mon regard du sien. C'était comme s'il avait pénétré dans mon esprit, pris le contrôle de mes pensées et les avait tordues à sa guise. « Tu ne rentreras pas chez toi », continua-t-il, son sourire s'élargissant. « Pas ce soir. » Je ressentis une douleur froide et aiguë dans ma poitrine, comme si quelque chose avait transpercé mon cœur. Ma respiration se bloqua dans ma gorge, et je portais ma main à ma poitrine, m'attendant à trouver du sang, mais il n'y avait rien. Juste le froid, s'infiltrant dans mes os, me gelant de l'intérieur. Les lumières vacillèrent à nouveau, et quand elles se rallumèrent, l'homme avait disparu. J'étais seul dans la voiture, les autres passagers toujours perdus dans leur monde, inconscients de la terreur qui venait de se dérouler. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tournait en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce une hallucination? Un jeu de lumière? Ou tout cela avait-il été réel? La douleur dans ma poitrine était toujours là, une douleur sourde qui refusait de s'atténuer, et je ne pouvais me débarrasser du sentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Le train commença à ralentir, et je ressentis une vague d'espoir. La prochaine station, si je pouvais simplement descendre, tout irait bien. Je trouverais un moyen d'oublier ça, de passer à autre chose, de me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar. Le train s'arrêta, les portes s'ouvrant dans un léger sifflement. Je me levai d'un bond, prêt à fuir, mais quelque chose me retint. Un murmure doux et insistant résonna dans le fond de mon esprit. « La prochaine station est pour toi. » Je me figeais, les mots me glaçant jusqu'aux os. Je ne voulais pas regarder, je ne voulais pas voir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Lentement, je tournai la tête vers les portes. Et là, il était. Debout sur le quai, son fedora incliné bas, ce même sourire étrange sur les lèvres. Il leva une main m'invitant à avancer, ses yeux, ses terribles yeux vides, fixés sur les miens.
Je ne pouvais bouger, ne pouvais respirer. Les portes commencèrent à se fermer, scellant mon destin, et tout ce que je pouvais faire était de le regarder alors que le train s'éloignait. Mais alors que le train quittait la station, je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Le quai était vide. L'homme avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Mais le murmure dans mon esprit persistait, devenant de plus en plus fort, plus insistant. La prochaine station est pour toi. Le train s'engouffra dans un autre tunnel, l'obscurité me engloutissant entièrement. Les lumières clignotèrent, et cette fois, quand elles se rallumèrent, je n'étais pas seul. Il était assis à côté de moi, sa main froide, enroulée autour de la mienne, m'entraînant dans l'abîme. Mais ce n'était pas la fin. Je me réveillai en sursaut, haletant, mon cœur battant à tout rompre. J'étais de retour dans mon siège, dans le train, la lumière faible projetant de longues ombres à travers la voiture. Mes mains tremblaient alors que j'essuyais la sueur froide de mon front, essayant de réguler ma respiration. Ce n'était qu'un rêve, me dis-je, juste un horrible cauchemar vif. Mais en regardant autour de moi, la panique me saisit à nouveau. La vieille femme, le jeune homme, ils étaient partis. La voiture était vide, sauf pour moi. Non, pas vide. Il était là, assis en face de moi une fois de plus, ses yeux fixés sur les miens, ce même sourire prédateur tordu sur les lèvres. Je me précipitai sur mes pieds, trébuchant presque en reculant de lui. Le train se balançait, violemment, me déstabilisant, mais je parvins à rester debout, me tenant à la barre métallique pour me soutenir. « Laisse-moi tranquille !» criai-je, ma voix résonnant dans la voiture vide. Mais il ne bougea pas, ne réagit pas. Il restait là, me regardant, son sourire s'élargissant jusqu'à s'étirer grotesquement à travers son visage, le fendant en deux. Les lumières clignotèrent et je me précipitai vers la porte, frappant de mes poings contre le métal inflexible. C'était verrouillé. Peu importe combien je frappais, combien j'essayais désespérément de l'ouvrir, elle ne bougeait pas. Le train se lança en avant, me projetant au sol. Je me précipitai sur mes pieds, mon esprit, tournant en cherchant une issue. Mais il n'y avait pas d'issue. « Tu ne peux pas partir », murmura-t-il, sa voix résonnant dans mon esprit. « C'est ton arrêt. » Je me retournai, appuyant mon dos contre la porte, ma poitrine se soulevant avec la panique. Il avait encore disparu, mais je savais qu'il était toujours là, se cachant dans les ombres, attendant pour moi. Le train commença à ralentir, et mon cœur bondit d'espoir, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre d'être naïf. Les lumières clignotèrent une fois de plus, plongeant la voiture dans une obscurité étouffante avant de se rallumer. Quand les lumières revinrent, l'homme était à nouveau là, à quelques pas de moi. Son sourire était toujours aussi sinistre, son regard aussi perçant. Je me retournai pour vérifier la porte, espérant que le verrou était maintenant déverrouillé, mais il était toujours aussi solidement fermé. La voiture ralentit davantage et je pouvais entendre le bruit du train s'arrêtant. Les vibrations se firent plus légères alors que nous nous approchions de la prochaine station. Je savais que je ne pouvais pas rester ici. Si je devais quitter le train, je devais le faire maintenant, avant que l'arrêt ne soit complet et que l'homme ne puisse me rattraper. Je jetai un dernier coup d'œil vers l'homme en costume, dont les yeux vides me suivaient avec une fixation presque hypnotique. Puis, en prenant une grande inspiration, je me précipitai vers les portes alors qu'elles commençaient à s'ouvrir avec un sifflement grinçant. Je sortis du train en un bond sur le quai désert de la station suivante. Le vent frais me frappa immédiatement, comme une claque glaciale sur le visage. Je me retournai pour voir le train repartir, l'homme en costume disparaissant dans l'obscurité alors que les portes se refermaient derrière lui. Je me retournai, les jambes tremblantes, cherchant désespérément un moyen de quitter cette station. Le quai était désert, la lumière vacillante des lampadaires projetant des ombres sinistres sur les murs en béton. J'avais l'impression que les murs se resserraient autour de moi, et chaque son, chaque craquement dans la nuit semblait amplifier ma terreur. Je courus vers les escaliers menant à la surface, mes pas résonnant bruyamment dans le tunnel désert. J'émergeais enfin à l'air libre, la fraîcheur de la nuit me frappant comme un soulagement après l'angoisse du train. Je cherchais un taxi, un bus, n'importe quel moyen de transport qui me permettrait de quitter cet endroit maudit. Je rentrais chez moi cette nuit-là avec un sentiment de soulagement mélangé à une angoisse persistante.
L'homme en costume ne m'a pas suivi et je n'ai jamais revu sa silhouette dans la foule. Mais chaque fois que je prends un train maintenant, je me sens tendu, mon cœur battant à tout rompre en attendant de voir si cet homme réapparaîtra. Le souvenir de cette nuit m'hante toujours, me rappelant la puissance de cette intuition que j'avais ignorée. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas quitté le train à temps, mais je suis sûr d'une chose. Il n'était pas là pour moi. Il était là pour quelque chose de bien plus sinistre. Et je ne peux m'empêcher de me demander si le prochain passager à monter dans le train de minuit sera celui pour lequel il attendra. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous. L'histoire de la hantise de Ruisseau-Saule. Ruisseau-Saule était un village apparemment figé dans le temps. Niché au cœur des montagnes, il était réputé pour ses rues pavées, ses charmants cottages et une communauté soudée où tout le monde semblait connaître les affaires de chacun. Le village était pittoresque, avec ses jardins fleuris et ses sentiers sinueux qui serpentaient à travers une verdure luxuriante. Malgré son apparence paisible, Ruisseau-Saule abritait un secret qui glaçait le sang de ses habitants. À la lisière du village, enveloppé d'ombre et de mystère, se dressait l'ancien manoir du Saule. Autrefois, le joyau du village, le manoir était désormais en ruine. Sa grandeur s'était estompée au fil des ans, laissant place à une façade délabrée et des terrains envahis par la végétation. Le manoir avait été abandonné pendant des décennies, ses fenêtres sombres et vides, ses jardins étouffés par les mauvaises herbes et le lierre. C'était une relique d'une époque révolue, un souvenir fantomatique d'une splendeur passée. Le manoir était tristement célèbre pour son lien avec Éléonore Hayes, sa dernière résidente. Éléonore avait été une figure aimée à Ruisseau-Saule, connue pour ses efforts philanthropiques et son charme énigmatique. Cependant, une nuit fatidique, il y a plus de 50 ans, elle disparut sans laisser de traces. Malgré des recherches et des enquêtes approfondies, aucune piste n'avait jamais été trouvée sur sa disparition. Les rumeurs allaient bon train sur son sort. Certains disaient qu'elle s'était enfuie pour échapper à un scandale, d'autres murmuraient une fin plus sinistre. La vérité restait insaisissable, et le manoir devint un lieu de légendes chuchotées et de craintes évitées. Julie Martin, une jeune historienne passionnée par la découverte d'histoires oubliées, arriva à Ruisseau-Saule avec une mission claire, percer le mystère du manoir du Saule et de sa dernière résidente. Armée de ses notes de recherche, d'un appareil photo et d'une lampe de poche, Julie était déterminée à plonger dans le passé sombre du manoir. Alors que Julie montait les routes sinueuses des montagnes menant à Ruisseau-Saule, elle s'émerveillait devant la beauté sereine du village. Le village semblait tout droit sorti d'un livre de contes, mais Julie était bien consciente de l'histoire plus sombre qui se cachait sous cette façade charmante. Son excitation était teintée d'appréhension lorsqu'elle approchait du manoir, l'édifice délabré se profilant à l'horizon comme un sentinelle d'un autre temps. L'entrée du manoir était encadrée par 2 énormes portails en fer forgé qui grinçaient sinistrement lorsque Julie les poussa. Les terrains étaient envahis par une herbe sauvage et des vignes enchevêtrées, rendant difficile le chemin vers la porte d'entrée. En s'approchant, Julie pouvait voir les restes d'anciens jardins majestueux, des statues fanées, des fontaines brisées et des parterres de fleurs en friche. La porte d'entrée, lourde et usée, gémit lorsque Julie la poussa. L'intérieur du manoir était un monde d'ombres et de poussière. Le grand hall, avec son sol en marbre fissuré et son papier peint décoloré, était un rappel poignant de la splendeur passée du manoir. Julie installa son équipement dans ce qui avait autrefois été la bibliothèque du manoir. Une pièce remplie d'immenses étagères et de meubles ornés, bien que poussiéreux. À la tombée de la nuit, Julie se mit à documenter l'intérieur du manoir. Elle prit des photos des pièces grandioses, mais en décomposition, notant les détails complexes de l'architecture qui avait autrefois été le summum du luxe. Sa lampe de poche illuminait les recoins sombres, révélant la poussière séculaire qui s'était déposée sur tout. Le silence du manoir était parfois interrompu par le bruit lointain des planches qui craquaient et le froissement des vieux rideaux. L'enquête de Julie la mena à explorer les étages supérieurs du manoir. Le 2e étage était encore plus délabré que le premier, avec des plafonds affaissés et des planchers pourris. Les pièces étaient remplies de meubles brisés, de biens éparpillés et des vestiges d'une vie autrefois vibrante. Une
chambre contenait une collection de vieilles photographies et de lettres que Julie examina avec soin. Les photographies montraient Eleanor Hayes à différentes étapes de sa vie, lors d'événements sociaux, avec des amis et de la famille, et dans des moments de joie spontanée. Les lettres, dont beaucoup étaient adressées à divers destinataires, parlaient du travail caritatif d'Eleanor et de ses préoccupations pour le village. En lisant les lettres, Julie ressentit une désescalade de désespoir dans les mots d'Eleanor, reflet des troubles qui avaient accablé Ruisseau Saul. Une lettre se distinguait des autres. Elle était écrite d'une main tremblante et parlait d'une série de malheurs qui avaient frappé le village, des mauvaises récoltes, des épidémies et des accidents mystérieux. La lettre évoquait l'obsession croissante d'Eleanor pour l'idée d'une malédiction ou d'une force obscure responsable de ces calamités. Le ton était urgent, presque frénétique, suggérant qu'Eleanor cherchait un moyen de sauver le village de sa souffrance. Le cœur de Julie s'emballa alors qu'elle réalisait l'importance de cette lettre. La hantise du manoir était liée au pacte sombre qu'Eleanor avait passé et l'entité qu'elle avait cherché à apaiser pourrait encore rôder. Déterminée à découvrir la vérité, Julie décida d'explorer le sous-sol du manoir, l'endroit où avait eu lieu le rituel mentionné dans les écrits d'Eleanor. Le sous-sol était aussi sinistre que Julie l'avait imaginé. L'air était humide et moisi, et les murs de pierre étaient couverts de moisissures. Le sous-sol était rempli de vieilles caisses et d'objets jetés, vestiges du passé du manoir. La lampe de poche de Julie projetait des ombres inquiétantes sur les murs alors qu'elle cherchait la pièce secrète décrite dans le journal d'Eleanor. Après un certain effort, Julie trouva la vieille porte, à moitié cachée derrière une pile de caisses pourries. La porte était lourde et recouverte de crasse, mais Julie réussit à la forcer à s'ouvrir. La pièce au-delà était petite et sans fenêtre, ses murs gravés de symboles étranges et de marques occultes. Au centre de la pièce se trouvait un piédestal, sur lequel reposait un livre ancien, relié de cuir sombre. La lampe de poche de Julie clignota alors qu'elle s'approchait du livre. Les symboles sur la couverture correspondaient à ceux du journal d'Eleanor, et une sensation de malaise l'envahit. Elle ouvrit prudemment le livre, révélant des pages remplies de symboles complexes et d'écritures dans une langue inconnue. L'air devint plus froid, et les murmures qui l'avaient tenté tout au long de sa visite au manoir devinrent plus forts, presque assourdissants. En lisant le livre, Julie sentit une présence palpable, une force sombre et malveillante qui semblait émaner des pages. Les murmures devinrent plus cohérents, implorant d'être libérés. La pièce semblait se refermer sur elle, l'obscurité oppressante la pressant de tous côtés. La lampe de poche de Julie s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Elle chercha à tâtons une lampe de rechange, mais se sentit désorientée. Les murmures devenaient frénétiques, et elle pouvait percevoir une présence fantomatique se déplaçant dans la pièce. Dans le noir absolu, elle distingua une silhouette feintement lumineuse émergeant des ombres. La silhouette était celle d'Eleanor Hayes, son corps translucide et scintillant d'une lumière froide. L'expression d'Eleanor était empreinte de tristesse et de désespoir. Elle tendit la main vers Julie, ses yeux remplis d'un mélange de souffrance et d'espoir. « Aidez-moi !» La voix d'Eleanor résonna dans l'obscurité. « Libérez-nous de ce tourment !» Le cœur de Julie battait la chamade, mais elle ressentit une poussée de détermination. Elle était venue à Ruisseau Saul pour découvrir la vérité, et maintenant, elle avait la chance de faire la différence. Elle prit une profonde inspiration et commença à réciter les phrases qu'elle avait trouvées dans le livre, espérant briser la malédiction et libérer l'esprit d'Eleanor. Au fur et à mesure que Julie parlait, la température dans la pièce commença à augmenter et l'obscurité oppressante se dissipa légèrement. La silhouette d'Eleanor sembla vaciller et les murmures devinrent plus doux. Julie continua sa récitation, sa voix restant ferme malgré la peur qu'elle ressentait. Peu à peu, la pièce commença à changer. Le vent froid qui hurlait dans le sous-sol s'apaisa et la figure fantomatique d'Eleanor devint plus solide, son expression se détendant dans un soulagement visible. Julie pouvait sentir la présence de l'entité faiblir, son emprise sur le manoir se desserrer. Avec un dernier soupir mélancolique, la silhouette d'Eleanor commença à disparaître, laissant derrière elle un sentiment de paix qui envahit la pièce. Le livre sur le piédestal se referma tout seul,
ces symboles sombres s'effaçant dans l'obscurité. L'atmosphère oppressante qui hantait le manoir sembla se dissiper, remplacée par une quiétude apaisante. Épuisée mais soulagée, Julie quitta le sous-sol et remonta vers la bibliothèque. Le manoir, maintenant baigné dans la douce lumière de l'aube, semblait avoir perdu son aura sombre. Les grandes pièces, autrefois pleines d'ombres et de murmures, étaient désormais illuminées par la lumière matinale. Julie rangea son équipement et se prépara à quitter Ruisseau Saule. Elle ressentit un profond sentiment de clôture, sachant qu'elle avait aidé à apporter la paix aux esprits tourmentés du manoir. En s'éloignant en voiture, elle jeta un dernier coup d'œil au manoir, sa présence autrefois redoutée, maintenant un témoin silencieux du passé. Le manoir se dressait comme un testament des secrets qu'il avait abrités et des sacrifices faits pour protéger le village. Son histoire n'était plus celle de la peur et du mystère, mais celle de la rédemption et de la paix. Julie savait que son travail à Ruisseau Saule était terminé, mais les souvenirs de son temps passé au manoir resteraient gravés en elle pour toujours. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, projetant sa lumière dorée sur Ruisseau Saule, le village semblait pousser un soupir de soulagement. Le manoir, autrefois symbole de ténèbres, se dressait désormais comme un rappel de la force et de la résilience de ceux qui avaient cherché à protéger leur communauté. Julie descendit les routes de montagne sinueuses, le cœur allégé par le sentiment d'accomplissement. Le village avait ses secrets, mais elle les avait découverts et avait aidé à mettre un terme à une histoire hantée. Et tandis qu'elle laissait Ruisseau Saule derrière elle, elle savait que son histoire, comme les échos défaillants des murmures d'Éléonore, resterait à jamais une part d'elle-même. Des semaines passèrent depuis la visite de Julie à Ruisseau Saule, et la vie reprit un semblant de normalité. Julie, maintenant de retour dans son environnement académique, se retrouvait à réfléchir à son expérience au manoir. La hantise avait laissé une empreinte profonde sur elle, tant sur le plan professionnel que personnel. Un jour d'automne frais, Julie reçut une lettre de la Société historique de Ruisseau Saule. À l'intérieur, elle trouva une invitation à une petite cérémonie célébrant la restauration du manoir du Saule. Les villageois, ayant découvert la paix retrouvée du manoir, avaient décidé d'entreprendre des travaux de restauration pour préserver sa valeur historique. Julie était invitée à assister en tant qu'invitée d'honneur pour son rôle dans la découverte de l'histoire du manoir et l'apaisement de sa hantise. Julie accepta l'invitation avec une nostalgie douce amère. Elle retourna à Ruisseau Saule, où elle fut accueillie chaleureusement par les villageois. Le manoir, autrefois une relique ombragée, avait été méticuleusement restauré. Le grand hall, la bibliothèque et même les étages supérieurs avaient été revitalisés, leur ancienne gloire désormais reflétée dans le travail de restauration soigné. Pendant la cérémonie, les villageois exprimèrent leur gratitude à Julie pour son courage et sa dévotion. Le manoir, désormais un symbole de renouveau et d'espoir, se dressait comme un témoignage de la résilience du village et du pouvoir de la vérité. Julie prit brièvement la parole, partageant ses expériences et l'importance de se souvenir du passé pour assurer un avenir meilleur. Alors que l'événement touchait à sa fin, Julie prit un moment de calme pour visiter de nouveau le grenier du manoir. Les vieilles malles poussiéreuses et les reliques oubliées étaient maintenant soigneusement organisées, et le grenier avait été transformé en un espace d'archives historiques et d'exposition. Julie se retrouva devant l'ancien journal et le livre ancien. Désormais préservé comme partie de la collection historique du manoir, le grenier était baigné d'une douce lumière dorée provenant d'une petite fenêtre, projetant une lueur sereine sur les artefacts. Julie ressentit un profond sentiment de clôture en regardant autour de la pièce. Le manoir, autrefois un lieu de peur et de tristesse, avait reçu une nouvelle vie. Les esprits du passé étaient en paix et le village avait récupéré son histoire. Julie quitta Ruisseau Saule, le cœur plein de gratitude et un sentiment de renouveau. Elle savait que l'histoire du manoir continuerait à résonner à travers les âges, non pas comme un conte de terreur, mais comme un rappel de la force durable de l'esprit humain. Et tandis qu'elle s'éloignait en voiture, elle jeta un dernier coup d'œil au manoir du Saule, sa beauté restaurée se dressant comme un phare d'espoir et de résilience.